Donc du coup, moi je suis docteur Lopez, je suis praticien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand, donc je travaille au centre des pathologies professionnelles, donc j'ai une activité en médecine légale, en médecine du travail, et du coup je suis plutôt, ma consultation s'occupe à la fois de l'allergologie professionnelle, de la pneumoprofessionnelle et la pneumoconiose, de la cancérologie professionnelle, donc là on va en parler, et de l'expertise médico-légale en maladie professionnelle sur le plan pulmonaire. Alors bon, bien sûr, les cancers, hein, c'est un enjeu majeur en santé publique et en médecine du travail. Alors déjà, la première problématique, c'est comment les estimer en fait, le nombre de cancers pulmonaires professionnels. Ça, c'est déjà une grande complexité. Alors sur les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc il y a 50 000 nouveaux cas de cancer de poumon qui sont diagnostiqués en France. 30 000 décès seraient attribués donc par ces cancers pulmonaires. Alors on estime à 12 000 cancers professionnels. C'est une estimation, hein. Et parmi ces 12 000, seulement 2 000 seraient reconnus actuellement. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de travail pour les reconnaître. Et bien sûr, donc on a toujours pensé que le tabac c'était le facteur principal dans la genèse des cancers pulmonaires, mais on se rend compte que l'exposition professionnelle pourrait être impliquée dans 10 à 15% des cas, ce qui est quand même énorme. Alors finalement, comment on peut les chiffrer? Alors je vous en ai parlé hier, je vous en reparle aujourd'hui. Le RNV3P, c'est le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles. Dès qu'un patient rentre dans un centre de pathologie professionnelle, nous, c'est un patient qui va être, on va dire, vu sur toutes les coutures, et on va retenir sa maladie, son exposition, le lien qu'on a fait, ses antécédents, et tout ça va le rentrer dans une banque de données, donc le Réseau national de vigilance, et on va pouvoir avoir des alertes, faire des études, c'est ce que je vous ai expliqué hier, et ainsi faire avancer les choses. Donc, identifier les expositions, détecter les pathologies, donc analyser les liens, améliorer la prévention. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Qu'est-ce qu'a dit le RNV3P? Donc, entre 2001 et 2016, donc 258 610 problèmes de santé, parmi eux, donc 27 585 cas de cancer, et parmi eux, 17 688 cas de cancer bronchopulmonaire. Donc, c'était quand même une part significative entre 2001 et 2016. Donc, on retrouve, bon, ça, après, je vous apprends rien, les secteurs les plus incriminés, hein, la métallurgie, le bâtiment, le secteur automobile. Donc là, il y a beaucoup de cancers pulmonaires parmi ces gens-là. Mais du coup, on va le même voir dans la matinée. Il y aura des témoignages, il y aura des choses, ça va être intéressant. Donc, pour les expositions, l'amiante, bien sûr, hein, donc, mais également les HAP, la silice, hein, les fumées de soudage, les gaz. Donc, ça, on verra à la fin un petit peu les expositions qui peuvent entraîner des cancers professionnels. Mais il y a d'autres réseaux, en fait, c'est ce que je vous expliquais hier, c'est le but, ça serait de croiser tous ces réseaux-là, de recueil de données, de faire de la data, finalement. Il y a des bases de données des centres de lutte contre le cancer, Amélie, les C2RMP, le programme MadGene, je vais vous l'expliquer, ou le réseau Carex. Ça, c'est des éléments qui permettent un petit peu de recenser le nombre de cancers professionnels en France. Alors, MadGene, c'est quoi? C'est une base de données donc qui dit en fait quel métier est exposé à quel cancérigène. Donc, c'est un grand tableau croisé en quelque sorte. Donc, d'un côté, on a les métiers, soudeur, mécanicien, agent de maintenance, et de l'autre, on a les expositions. Et on dit finalement, dans ce métier-là, tu as telle probabilité d'avoir été exposé à un produit durant cette période. Par exemple, si on voulait savoir les probabilités qu'avait un mécanicien dans les années 80 d'avoir été exposé à un cancer professionnel, cette application peut le dire. C'est une estimation. C'est des probabilités. Après, on a le réseau Carex, donc pour carcinogène exposure. Alors ça, c'est plutôt international. C'est combien de personnes ont été exposées à un cancérigène dans un pays. C'est une grande carte statistique, en fait. Par exemple, dans ce pays, en 2020, il y a eu tant de gens exposés à tel cancérigène. Alors, c'est macroscopique un petit peu. Mais ça permet de faire des politiques de santé publique. On va dire, par exemple, 300 000, sur une année, 300 000 salariés ont été exposés au diesel. Ou, par exemple, en France, 160 000 salariés ont été exposés à la silice en 2017, par exemple. 500 000 au gaz d'échappement diesel. Donc, on peut établir des politiques de santé publique. Et il y a Carex Canada, il y a Carex Monde, on peut faire des cartes statistiques un peu de partout. Alors plus local, on avait le groupe Gisco 93, donc ça, il y a c'était dans le 93, hein, donc c'est à la Seine-Saint-Denis.
des médecins du travail, des chercheurs, des sociologues. On fait parler des victimes pour essayer de comprendre leur exposition professionnelle. Et ça a permis aussi, il y avait un rôle d'accompagnement dans les reconnaissances de maladies professionnelles. Et on s'est rendu compte, bon, quelque chose d'évident, c'est qu'il y avait une sous-déclaration. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils avaient été exposés à des cancérigènes dans leur vie. Et ça, c'était plutôt un constat. Après, c'est pas national, c'est pas quelque chose de... Donc, comment se fait le dépistage? Alors, bien entendu, avant tout, la surveillance de l'employeur, c'est le rôle de l'employeur de protéger le salarié sur le lieu de travail. Donc, dans un monde idéal, il doit évaluer les risques, il doit mettre des moyens de protection collectifs, individuels, il doit reconnaître les fiches de données sécurité, tout ce que je vous ai expliqué hier sur la manière de surveiller le salarié. Donc, on va avoir le suivi professionnel. Donc, ça, c'est le rôle du médecin du travail, la visite d'embauche, d'analyser les expositions, les polyexpositions, de les surveillances régulières des salariés qui sont exposés. Et puis après, on va avoir le suivi post-professionnel, donc que vous connaissez, suivant les réglementations en vigueur. Et c'est là où je voulais vous parler des questionnaires, parce que c'est quand même important dans le dépistage. Alors, je voulais parler de 2 questionnaires, parce qu'il y en a quand même plus que ça. Donc, l'auto-questionnaire de repérage des expositions professionnelles, donc c'est celui-là qui avait été créé dans le cadre de l'étude ProPoumon. Alors nous, à Clermont-Ferrand, on avait effectivement participé à la phase pilote. Le but, en fait, c'était directement d'aller là où les personnes avaient un cancer, c'est-à-dire dans les services de cancérologie. Toutes les personnes qui avaient un cancer des poumons, on leur donnait ce questionnaire où il y avait les expositions, ou comment ils avaient travaillé dans leur vie. Alors c'était un auto-questionnaire, c'est-à-dire que c'était le salarié qui les analysait. Ce questionnaire, alors nous, ça allait vers un attaché de recherche clinique qui analysait, qui disait, ah ben oui, il a été exposé, et toutes les personnes qui avaient effectivement été exposées étaient envoyées chez nous au centre de pathologie professionnelle, et on s'est rendu compte qu'on avait fait pas mal de CMI, pas mal de déclarations de maladies professionnelles pour des gens qui ne l'auraient pas été. Ils auraient été dans leur service de cancérologie, ils auraient été traités de leur cancer, et finalement, ils auraient jamais été réorientés vers le centre de pathologie professionnelle. Donc ça, c'était une idée très intéressante, et ils ont évalué effectivement la sensibilité, la spécificité de ce questionnaire. Après, il y en a un qui est important, c'est le questionnaire qui avait été élaboré par la Société de pneumologie et la Société française de médecine du travail, que peut-être vous utilisez, choses comme ça. Donc ça, c'est un questionnaire qui pour aider le professionnel à évaluer les expositions, tout ça. Alors c'est pas la même chose, c'est pas un auto-questionnaire, c'est-à-dire c'est pas le patient qui le fait, c'est les dirigé par le pneumologue, par le médecin du travail, par le généraliste. Alors c'est pour ça que j'ai fait les 2 slides, c'est qu'ils ont quand même un petit peu c'est presque un peu la même chose, Donc c'est le parcours professionnel, on recense les expositions, on recense les mesures de protection que les patients avaient, on recense les symptômes, les antécédents. La seule différence, effectivement, c'est le fait que d'un côté c'est un auto-questionnaire et d'un autre côté c'est dirigé par un professionnel. Et c'est là où on va voir que finalement l'auto-questionnaire peut avoir des limites. Par exemple, il y a des personnes, quand ils remplissent un questionnaire, il faut qu'ils soient accompagnés. Il y en a qui savent pas bien lire, il y en a qui comprennent pas toutes les questions. C'est déjà un biais. Et le biais de l'autre, c'est que ça prend énormément de temps au pneumologue, ça prend du temps au médecin du travail. Et des fois, ça se fait pas parce qu'il faut 15-20 minutes, comme on se disait hier. Pneumologue, c'est beaucoup de consultations, c'est beaucoup de temps. Faire un questionnaire des expositions, ça peut prendre énormément de temps. Là vous verrez les diapos de toute façon où ils ont été pris en photo, vous pourrez regarder plus tard, mais je faisais la comparaison effectivement entre les 2 questionnaires. Et la différence, c'est qu'effectivement le questionnaire de ProPoumon, il avait été analysé, c'est-à-dire on en connaît la sensibilité, on en connaît la spécificité. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, il y en a d'autres, des questionnaires. Les fiches d'aide au repérage de l'INRS, les questionnaires AST, il y a d'autres questionnaires qui peuvent être utilisés, mais c'est tous un peu quand même le même principe. On va repérer effectivement des expositions. Alors, effectivement, vous connaissez tous le suivi post-professionnel amiante. Ça, c'est pour ça que j'en parle. En fait, moi, ce que j'ai envie de parler, c'est justement pas de l'amiante, parce que on a les recommandations de l'HAS de 2011 qui dit encore toujours comment on évalue la rythmicité des scanners chez les personnes qui sont exposées à l'amiante. Donc, fonction de l'exposition, faible, moyenne, intermédiaire, c'est là où on va décider si on fait des scanners tous les 5 ans, tous les 10 ans ou encore plus. Ces recommandations sont toujours basées sur l'exposition. C'est pour ça que ça va être important de discuter là maintenant, parce que petit à petit, on va se rendre compte que l'exposition n'est pas suffisante pour calculer la rythmicité des scanners. En fait, la problématique, c'est de savoir combien
le danger de faire trop de scanners, sinon voilà, on pourrait faire un scanner tous les mois à des gens, effectivement. Donc, mais le scanner, c'est irradiant, on va créer des maladies. Et d'avoir une bonne rythmicité quand même pour espérer dépister quelque chose tôt. Et ça, c'est le débat éternel, effectivement, de se dire, est-ce que je fais un scanner tous les 5 ans, tous les 10 ans, et si je fais ça, je vais peut-être louper quelque chose entre les deux scanners. Et donc, il y a des règles aujourd'hui, donc elles sont encore un peu vieillottes, 2011, maintenant c'est vieillot, mais on dit effectivement, c'est fonction de l'exposition qu'on va avoir une rythmicité. Alors, les victimes, les anciens salariés, ils voudraient des fois plus de scanners. Ils diraient, voilà, mais moi j'ai peur entre 2 scanners s'il m'arrive quelque chose ou quoi. Mais aujourd'hui, on respecte le suivi post-professionnel et en espérant qu'il évolue bientôt. Donc limite, l'amiante, c'est codifié, c'est les recommandations. Mais tous les autres cancérigènes, moi, les pneumologues, ils m'appellent, les médecins du travail m'appellent, mais ils sont exposés à des cancérigènes. Je fais quoi? Il n'y a pas de règle. C'est tous les 5 ans, c'est tous les 10 ans. Qu'est-ce que je fais pendant l'activité professionnelle? Je fais déjà un scanner, là, maintenant, ou j'attends le suivi post-professionnel? Et ça, aujourd'hui, c'est encore le débat. Donc, il y a des recommandations, enfin, l'absence de recommandations, on va dire. Et c'est ce que je vais vous expliquer là maintenant. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, il y a des recommandations générales pour le suivi post-professionnel des gens qui ne sont pas exposés à l'amiante. Et les recommandations générales disent qu'il n'y a pas de suivi systématique des personnes qui ont été exposées à des cancérigènes. On va en fait on va utiliser les questionnaires, on va utiliser la clinique, les EFR, plein de choses. Et là, on va décider un peu comme on veut, comment on fait la périodicité des scanners à des personnes qui ont été exposées à des cancérigènes. Et c'est le rôle souvent du spécialiste en pathologie professionnelle ou du pneumologue de décider, fonction du questionnaire, s'il décide de faire un scanner ou pas, et la rythmicité. Donc c'est ce que je vous explique là encore une fois. Et donc le scanner, ça reste quand même encore, c'est l'examen de référence. Mais petit à petit, dans les études aujourd'hui nationales, internationales, ça fait maintenant longtemps qu'on commence à expérimenter le scanner basse dose. Donc c'est un scanner qui irradie moins. Les images pour en avoir vu, les images sont pas très belles, mais on essaye on peut voir ce qu'on a envie de voir sur des plaques pleurales, sur des choses un peu en amont. Et ça fait maintenant 10 ans, les Américains ont montré que si on peut faire des scanners basse dose hyper régulièrement, on peut en faire un peut-être tous les ans ou tous les 2 ans, et du coup on peut avoir une chance de dépister des choses plus tôt. Parce que il y a effectivement, là c'est un peu politique ce que je vais dire, mais les recommandations de l'HAS de 2011 du suivi post-exposition amiante, ils disent que c'est pas un bénéfice médical, c'est un bénéfice social en fait. C'est-à-dire qu'on met en place ce suivi post-professionnel pour reconnaître des gens en maladie professionnelle. Mais on se rend compte que faire un scanner tous les 5 ans, tous les 10 ans, ça n'empêche pas la survenue de maladies. On n'a pas encore ce bénéfice-là médical où on pourrait diagnostiquer réellement la survenue d'un cancer avant qu'il arrive. Par exemple, moi, à Clermont-Ferrand, je suis une cohorte de patients exposés à l'amiante, donc je l'ai expliqué hier, très exposés. C'est-à-dire que la CPM de Clermont-Ferrand nous autorise à faire des scanners tous les 2 ans chez cette population-là, parce qu'ils ont été exposés de manière incroyable en France. Et même moi, du coup, en les faisant tous les 2 ans, on se rend compte qu'entre cette période-là, ils développent des mésothéliums, ils développent des cancers, et même tous les 2 ans, on n'a pas ce bénéfice médical-là où on espérerait effectivement pouvoir dépister quelque chose de tôt. Le mésothélium, c'est affreux, c'est une maladie, elle court à une vitesse incroyable, une personne va bien, un mois après, elle a un mésothélium, donc c'est très très compliqué. J'ai pas la solution pour dire il faudrait faire des scanners tous les 6 mois, tous les 3 mois, on pourrait pas le faire, ça serait trop irradiant. Donc le scanner basse dose, c'est peut-être un jour la solution, effectivement, dans des nouvelles recommandations où ça serait vraiment officiel, où on se dirait, on ferait des scanners basse dose tous les ans aux salariés exposés à l'amiante. Et ça permettrait un petit peu, peut-être, alors d'avoir un bénéfice médical et pas social. Bien sûr, on a des recommandations pour la silice pas de cristalline, bien sûr. On peut faire. Donc là, en plus, elles sont pas très vieilles, les recommandations de 2021. Donc tous les 5 ans, un examen, une EFR, une radio, et suivant les résultats, fonction de la clinique, s'il y avait une anomalie, on réoriente vers le spécialiste. Alors tout ça pour dire que, en dehors de l'amiante, il n'y a pas de protocole unique. On va utiliser les questionnaires, on va utiliser la clinique, on va utiliser les EFR, et pour essayer de mettre en place un suivi qui va être individualisé aux salariés. Alors c'est pour ça que je vais vous parler
effectivement des études. Alors, l'HAS, en fait, autorise les expérimentations sur les scanners basse dose. C'est ça que je vous explique. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, il y a une époque, effectivement, maintenant encore, la loi dit, enfin, la HAS dit, on regarde que les expositions. Mais maintenant, c'est fini ça. Enfin, je pense que ça va se terminer. Il faut regarder les expositions, mais il faut regarder le salarié. Et on va repérer des patients à haut risque de cancer bronchopulmonaire, qui vont être ces patients à haut risque. Ça va être fonction de l'âge, fonction du tabagisme et fonction de cette exposition professionnelle. Et moi, franchement, je commence un petit peu à le faire parce que si même j'ai un salarié qui a une exposition faible à l'amiante, mais qui a l'âge, qui est un peu un âge avancé et qui a énormément fumé, je vais pas dire, mais comme l'exposition elle est faible, je vais faire tous les 10 ans. Je vais peut-être me dire, peut-être tous les 5 ans parce qu'il a énormément fumé. Donc, on commence un peu à sortir des clous, à s'adapter, fonction du tabac déjà, fonction du patient. Pour améliorer les choses, tout simplement. On va peut-être passer parce qu'il y a que 20 minutes. Donc, effectivement, il y avait cette phase de pro-poumon à laquelle on a participé de 2016 à 2019, où on a donné les questionnaires aux salariés qui avaient des cancers des poumons dans les centres anti-cancer. Et ça a permis, donc elle continue, là pour le coup, elle continue de manière autonome cette étude à Lyon. Tous les autres centres sont pas forcément associés. On pourrait le recommencer effectivement. Et on s'est rendu compte que 440 patients ont été concernés, donc la moitié, on nous ont renvoyé les questionnaires. Dans la moitié de ces questionnaires, encore la moitié était orientée vers un centre de pathologie professionnelle et on a eu quand même pas mal de personnes reconnues en maladie professionnelle. Donc il y a eu vraiment un avantage. Tout récent, là, 2025, l'étude Impulsion, du coup. Donc ça, c'est une étude qui s'est calquée sur les études américaines, sur les études belges, sur la réalisation d'un scanner basse dose tous les ans chez les salariés exposés. Donc on va repérer les salariés que je vous ai dit, âge 50-74 ans, qui ont beaucoup fumé, qui ont beaucoup été exposés. Et l'étude, là, aujourd'hui, qui est en cours, on va leur faire des scanners basse dose tous les ans, voir si on peut avoir une action sur la mortalité et repérer les gens hyper tôt. Donc c'était les deux études importantes. NLST, c'était l'étude américaine donc de 2011 qui a montré qu'il y avait une baisse de la mortalité chez les gens avec qui on faisait des scanners basse dose. L'étude Nelson, c'est la même chose, Belgique, Pays-Bas, donc qui ont montré qu'il y avait une baisse de la mortalité s'il y a des gens s'il y a des salariés qui faisait des scanners basse dose tous les ans. Donc là, il y a des résultats préliminaires d'impulsion, donc 5% de cancers détectés précocement, 70% des cancers. Donc pour l'instant, elle a commencé, 2025, donc c'est tout début. Et donc finalement, pro-poumon et impulsion pourraient un petit peu travailler ensemble. Pro-poumon, c'est du dépistage, donc cibler avec les questionnaires, on pourrait cibler les personnes à haut risque de cancer bronchopulmonaire, et ces personnes-là, on pourrait les faire rentrer dans impulsion pour avoir des scanners basse dose, dans une théorie, de toute façon. Donc ça, vous reverrez. Donc après, on a ce que je vous ai dit hier, la pneumologie avance aussi, donc les biomarqueurs. Si la pneumologie dépiste plutôt les maladies respiratoires et les cancers professionnels, ça sera bénéfique aussi pour nous en maladies professionnelles. Moi, je suis sollicité maintenant par la CPM parce qu'il y a des décrets et parce que pour mettre en place des protocoles post-professionnels chez des salariés qui ont été exposés à des cancérigènes. Donc ils me disent, le problème c'est que c'est assez mal fait. En gros, des fois, ils m'envoient juste une fiche en disant « Monsieur machin a été exposé à tel cancérigène dans sa carrière. Dites-nous la rythmicité des scanners. » Je sais pas déjà des fois je sais même pas quel cancérigène, comment ou quoi. Donc c'est un peu, c'est pas terrible encore ça, parce que du coup j'évite même des fois de me positionner parce que. Et donc on aura la même problématique que je vous ai expliqué hier sur les reconnaissances en maladie professionnelle. Donc si le cancer professionnel rentre dans des tableaux, super. Si le cancer professionnel ne rentre pas dans des tableaux, on est dans la maladie hors tableau. Et donc si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier, on est sur le lien direct et essentiel. Donc si les gens ont fumé, des fois de manière significative, et ben ces cancers professionnels, ils vont pas être retenus comme maladie professionnelle. Donc, alors on a encore une autre problématique, c'est tous ces salariés anciens où les entreprises ont fermé. On suspecte qu'ils ont été exposés à des cancérigènes professionnels, mais on n'arrive pas à retrouver dans l'historique parce que tout a fermé et qu'on n'arrive pas. Et donc ça, c'est la deuxième problématique des fois des C2RMP. Mais ça, on en a discuté hier.
Alors j'aurais pu vous faire des diapos barbantes sur j'aimais bien parce que ça se trouve sur internet et en fait il y a un recensement de tous les métiers avec le tableau des maladies professionnelles qui vont avec en fait. Donc si vous voulez, j'allais pas vous présenter tous les métiers qui sont parce que là on peut y aller hein, donc c'est de faire donc ça aurait pas été très intéressant, hein, on peut en faire bien plein. Donc le but, c'est toujours ce que je vous ai expliqué hier. Donc à la base, c'est éviter que le salarié soit exposé à des cancérigènes professionnels, faire beaucoup de recherches, beaucoup d'études pour augmenter la connaissance et donc après des maladies, donc permettre une meilleure prévention et une meilleure reconnaissance et continuer la recherche. Et peut-être que moi, ce que je pense que ce qui va arriver, hein, de toute manière, les recommandations de 2011, ça va plus être sur l'exposition. Maintenant, ça va être à la fois sur l'exposition et sur le salarié, et on adaptera la rythmicité des scanners sur le tabagisme, sur l'âge et sur plein de choses. Et les questionnaires vont être. J'ai fait 20 minutes, j'en suis sûr. 22.